Mesdames et messieurs, bonjour. Ibrahima Anne, arrêté à Kaolack vendredi dernier, sera déféré au parquet cet après-midi. Ce proche de l'imam Dao, en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, a déclaré devant les enquêteurs n'avoir aucun lien avec des terroristes. Ibrahima Anne justifie ses relations avec l'imam Al-Badran Dao par le désir de mieux connaître sa religion. Nous parlons d'autre chose. Une minute de silence observée ce matin à l'ambassade de France à Dakar. Les ressortissants français à Dakar compatissent à leur façon à la douleur qui a frappé leur pays avec les attaques terroristes de vendredi dernier. Environ une centaine dans les locaux de l'ambassade. Ils sont gagnés par le chagrin, mais entendent faire face au mal qui est le terrorisme. Le reportage de Guénaba Sedouba. Un silence pesant, des visages lourds, des regards perdus, des yeux remplis de tristesse. La Marseillaise entonnée en chœur. Une image pour montrer à la face du monde une France forte et debout. Plus d'une centaine de Français sont venus observer la minute de silence. Certains sont venus même avec des gerbes de fleurs. C'est toujours pour compatir. Pour faire la même chose que tout le monde qu'il y avoir. Il y a un endroit où on va déposer la gerbe de fleurs au drapeau. Ému forcément, hein. Vu ce qui s'est passé en France, c'est tout simplement abject, lâche. Dans l'assistance, une forte présence de jeunes. Élodie et ses amis ne cachent guère leurs émotions. Selon eux, c'est la jeunesse française qui est la cible de ces terroristes. Mais cette jeunesse est inébranlable. Personnellement, je pense qu'ils vont essayer d'attaquer la jeunesse, mais que moi, ce que je vois, par exemple, sur mon compte Facebook, c'est que la jeunesse s'est soulevée et que on voit vraiment un mouvement parmi les jeunes de notre âge, et donc quoi qu'ils essayaient d'accomplir, ils n'ont pas réussi. Les Français vivant à Dakar ont respecté la minute de silence. Ce matin, hommes, femmes, jeunes et enfants se sont donné la main pour prouver l'existence d'une France unie dans la douleur. Djenaba Sedouba, l'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar emporte le deuil. Les lieux sont fermés pour 72 heures. Aux alentours, il est difficile d'arracher le plus petit mot à certains riverains. Beaucoup ne veulent pas se faire distinguer. Reportage Sofnana Tambay. Comme dans un monde à part, l'Institut français Léopold Sédar Senghor est plongé dans un silence terrifiant, alors que l'espace qui l'entoure vit et respire. Sur le portail principal du côté de la rue, lire cette note. En raison des attentats survenus à Paris vendredi 13 novembre, l'Institut français de Dakar est fermé au public pour les 72 heures. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Merci de votre compréhension. À l'extérieur, aucune personne est difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Aux abords de l'Institut, plusieurs commerces, bijouterie, vente de matériel informatique, alimentation, entre autres. Tout le monde connaît les raisons de la fermeture de l'Institut, mais personne ne veut en parler. Le sujet est sensible et ces personnes ont visiblement peur. Nous faisons le tour en passant par la rue Carnot, la rue Joseph Gomis et la rue Amadou Hassan Douye. Toujours rien. En regagnant l'entrée principale, un jeune homme nous interpelle. Il travaille dans un parking jouxtant l'Institut. Je n'ai vu personne entrer ni sortir, à part quelques personnes qui travaillent. Et les samedis, il y avait des soirées, mais ce samedi 14 quand même, c'était calme. Même ce lundi, une manifestation culturelle y était prévue. La reprise des activités, c'est ce mercredi. Et tout ne sera pas comme avant. Parmi les facteurs qui encouragent le terrorisme, il y a la pauvreté, le chômage et l'exclusion. C'est ce que pense le représentant de la FAO à Dakar. En même temps, il parle des stratégies possibles pour amoindrir le fléau. Pour sa part, le directeur général de l'ANPEJ affirme que les projets du gouvernement du Sénégal vont dans ce sens, la lutte contre la pauvreté. Mantouré. Parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, l'Afrique de l'Ouest occupe une place de choix. Le Sénégal, comme les autres nations, ont un taux de chômage supérieur à 50%. Un terreau fertile pour facilement enrôler dans le fléau du terrorisme. Vincent Martin en est conscient. Le représentant de la FAO parle de stratégie commune. Une stratégie d'emploi en général, je pense, qui est là pour essayer de minimiser l'impact du chômage et la pauvreté aussi.
la marginalisation qui peut entraîner des phénomènes de radicalisation, voire de terrorisme. Il y a urgence d'accélérer ces processus, de proposer des solutions concrètes, d'être très pragmatique. C'est pour ça que cette stratégie dont nous allons parler ce matin, je la voulais ancrer dans des expériences individuelles d'entrepreneurs qui ont réussi. Sans emploi, le jeune est sans armes, facilement manipulable. Le directeur de l'ANPEJ, sans rentrer dans les détails, parle de la politique de Macky Sall tout en évitant de prononcer le mot terrorisme. L'État est en train de mettre en place des stratégies, des politiques, des programmes qui permettront de fixer les jeunes au territoire et un vivier assez important qui pourrait aider les jeunes à avoir de l'activité et à avoir de la richesse pour rester chez eux. Rappelons que le marché du travail sénégalais est caractérisé par un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande d'emploi. Annuellement, ce ne sont pas moins de 269 000 jeunes, dont 50% qui proviennent du milieu rural par exemple, qui arrivent sur le marché du travail au moment où l'offre ne dépasse pas les 30 000 emplois. Des chiffres de la BAD, de l'OCDE et du PNUD. Pour parler du terrorisme, les écrivains peuvent-ils jouer leur partition dans la prévention contre ce fléau? Si oui, comment? C'est en prenant en compte cette question dans leurs écrits, bien sûr. À la foire internationale du livre et du matériel didactique, notre reporter leur a tendu son micro. Mohamed Ali Mouba. À la foire internationale du livre et du matériel didactique, la question du terrorisme ne suscite pas de débat dans les stands, mais elle ne laisse pas indifférents les exposants et surtout pas les écrivains comme Marouba Fall. En tout cas, en ce qui me concerne, en 2007, j'avais déjà écrit Betty Allen ou La liberté en question, c'est-à-dire c'est un récit que j'avais écrit 3 semaines après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et j'ai posé le problème du terrorisme qu'on confond avec islamisme. Enseigner pour empêcher les amalgames, mais socialiser aussi pour que les élèves ne soient pas tentés par des idées obscurantistes. Molian est enseignant. Il est professeur d'anglais. Expliquer à travers des supports tels que des livres ce qu'est le terrorisme, ça peut toujours aider à faire comprendre aux enfants les enjeux qui sont derrière tous ces drames-là. Je pense bien. Les explications sont du ressort de tout le monde. Mais pour que tout cela apprenne, il faut que les ouvrages des écrivains soient connus et diffusés. Le ministère de l'Éducation, prêt à examiner la question. Djibril Gueye est de l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation. On se dit que l'œuvre humaine est toujours perfectible. Il faut toujours mettre à niveau et actualiser et en fonction des réalités qui surgissent au fur et à mesure qu'on avance. Socialiser, éduquer pour échapper à l'obscurantisme. Selon ces écrivains, c'est une des armes contre le terrorisme au-delà de la répression. Pour boucler ce chapitre, disons que dans le nord du pays, où il y a de nombreux points de passage clandestins, les populations se posent des questions sur les sécurités. Ici, les forces de sécurité n'ont pas assez de moyens. Ali Bandelian. La porosité des frontières avec le Mali et la Mauritanie est au centre d'une grande préoccupation des populations dans cette partie au nord du Sénégal. Les nombreux points de passage clandestins qui longent le fleuve Sénégal rendent la tâche difficile aux forces de sécurité. Des éléments de la gendarmerie nationale et des forces de police qui, malgré leurs fréquentes sorties et opérations, souffrent visiblement de manque de moyens humains et matériels. Au moment où les médias nationaux relèvent le renforcement des dispositifs sécuritaires à Dakar, les populations de la 11e région, elles aussi, se posent des questions. Mamadou Amidou Diako est parmi eux, il est notable à Matam. J'ai l'impression que la région de Matam est quelque part oubliée dans le cadre sécuritaire, parce qu'au niveau de la région, on trouve beaucoup de points de passage et malheureusement, il n'y a vraiment pas toutes les sécurités qu'il faut. Vraiment essayer de sécuriser un peu les populations. Là, vraiment, c'est un problème. Vous venez faire n'importe quoi ici? Naturellement, il y a 2 ans de cela, il y a des gens qui étaient appréhendés au niveau de la région, donc ils étaient venus faire du n'importe quoi. Ouais, donc avec vraiment ces frontières-là qui sont très perméables, il faut vraiment que l'État prenne davantage de mesures pour sécuriser. Il y a des problèmes quand même. Ils n'ont pas de moyens. Il faudrait vraiment les doter assez de moyens pour qu'ils puissent intervenir. Véritablement, tout le monde est exposé avec ce qui se passe au niveau de la France et dans d'autres pays. Naturellement, c'est normal que les gens soient très inquiétés par rapport à cette situation et c'est regrettable. Avec une frontière longue de plus de 250 km, le renforcement du dispositif sécuritaire par le déploiement de plus d'hommes et de moyens mobiles est plus qu'une nécessité au moment où la menace terroriste est au bout de toutes les lèvres. Matam, Ali Bandelian, RFM.
12h12, vous suivez le grand journal. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Démarrage officiel de la campagne de commercialisation de l'arachide aujourd'hui. À Kaolack, des paysans ont commencé à écouler leurs graines dans les circuits non officiels. Ils n'ont pas attendu l'ouverture de la campagne. Kaolack Ibrahima Diamé. Papa Ndiaye, plus connu sous le nom de Mohamed Ndiaye, conduit sa charrette remplie d'arachides attelée par un âne qu'il peine à maîtriser. Direction un point de vente privé. Il n'a pas attendu l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation et selon lui, il y en a beaucoup de paysans qui ont fait comme lui. Oui, ils sont nombreux les paysans de mon genre qui vendent leur production avant qu'il ne soit au courant de l'ouverture d'une campagne. L'ouverture officielle de la campagne de commercialisation arachidière, c'est ce 16 novembre, mais il ne s'y est pas préparé, dit-il. Par contre, son voisin que nous avons trouvé à côté des unités de décortiquage de Keur-Madiabel dit s'y être bien préparé. Mais tout ce qu'il demande à l'État et aux opérateurs, c'est de faire tout pour que de l'argent liquide soit disponible à temps. Mais si l'argent n'est pas disponible, comment est-ce que nous allons faire? Nous n'attendons que de l'argent et rien que de l'argent. Sinon, on sera obligé, donc, s'il n'y a pas d'argent, de vendre à n'importe quel prix, ça c'est sûr. À Niassène Baboudado, par contre, la campagne ne pourra démarrer comme prévu selon Ibrahima Niass, deuxième adjoint au maire de la commune, faute de matériel adéquat. Ça ne pourra pas démarrer parce que sans le poinçonnage ni la réparation d'équilibre, la campagne ne pourra pas démarrer, comme l'a dit le gouvernement. Dans le Saloum donc, si certains paysans sont préoccupés par la disponibilité de l'argent liquide, d'autres constatent la non-effectivité de la mise en place du dispositif qu'il faut pour démarrer cette campagne de commercialisation arachidière 2015. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. La réforme dans la gestion des forages ruraux suscite un grincement de dents ou des grincements de dents. L'État a décidé de les confier à des privés, ce que dénoncent certaines populations. Le directeur de l'Office des forages ruraux révèle que des concertations ont été initiées en amont concernant l'avenir des conducteurs de forage qui se plaignent aussi. Lansana Ganissaro déclare que rien n'est prévu pour le moment. Il est joint par El Hadj Diogoudian. Les gens parlent de privatisation. La démarche n'est pas une privatisation, mais la finalité. La finalité, c'est arriver à donner aux populations du monde rural, qui sont 8 millions de Sénégalais, de l'eau potable, leur donner de l'eau qui correspond à leur pouvoir d'achat, mais surtout assurer une continuité de service comme ce qui se fait dans le secteur urbain. C'est le sens de toute cette réforme que nous sommes en train de mettre en œuvre. Parler de l'absence de concertation, je ne crois pas. Quand vous prenez toute la zone centre, ça veut dire les régions de Catherine, Kaolack, Thiès, Diourbel, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle des CLD, aller à la base et parler à l'ensemble des populations. Il y a aussi les conducteurs de forage qui craignent de perdre leur emploi avec cette réforme. Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Ce que je dis simplement, c'est que ces forages vont passer à des mains de professionnels qui ont une connaissance du métier, et un professionnel a forcément besoin d'un conducteur de forage pour mettre en marche l'ouvrage hydraulique. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais je ne peux pas prendre d'engagement ferme à ce niveau-là. Ce qui est certain, c'est que dans la première zone où on a mis en délégation de service public, qui est la zone du Nord-Ouest Palmarin, Gorom-Lamsar, des conducteurs de forage, une grande partie a été repris dans le système. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. En plus bref, Wakinan Nimzat, l'enfant de 16 ans qui avait été poignardé, a succombé à ses blessures. C'était lors d'un match de football. En ce moment, le présumé meurtrier est en garde à vue au poste de police de proximité de la localité. Et puis, 10 mois sans salaire, c'est le sort des chauffeurs des ex-présidents de conseils ruraux du département de Podor. Depuis l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation, ils vivent le calvaire. Ils appellent au secours. Vous entendrez Alou Seynou Diagne lors de nos prochaines éditions. L'actualité internationale. Bienvenue Binta Diallo. Merci Antoine. Direction Paris, 4 jours après les attentats dans la capitale française. L'heure est au recueillement aujourd'hui. Un hommage aux victimes des attentats meurtriers de Paris. 1 minute de silence dans tout l'espace européen à midi heure de Paris. Alerte maximale 4 jours après le drame de la capitale française. Le cerveau présumé des attentats a été identifié. Yoro Mangara qui suit cette actualité minute par minute et en direct dans ce studio. Bonjour Yoro. Bonjour Binta. Alors, opération en cours à Molenbeek, c'est en Belgique. La France qui continue de traquer les présumés terroristes qui ont frappé Paris. Vendredi dernier, une opération d'ampleur se déroule à l'instant à Molenbeek, c'est en Belgique.
Un gros dispositif policier a été déployé pour cette opération qui vise directement Salah Abdeslam. Selon la chaîne de télévision BFM TV, des coups de feu ont été même entendus dans cette ville belge. Un camion de déminage est également présent sur les lieux. Je vous le disais également, 1 minute de silence dans toute la France aujourd'hui. Yoro Mangara. La France est arrêtée à 11h GMT, 12h heure de Paris. 1 minute de silence pour rendre hommage aux victimes. Le président François Hollande et son premier ministre Manuel Valls sont tenus à effectuer cette minute de silence à Sorbonne, célèbre université de Paris. François Hollande va s'adresser aux Français cet après-midi, selon l'Élysée. Et selon toujours les actualités en France, 5 terroristes ont été identifiés. Bintan va commencer d'abord par le cerveau des attentats. Il s'appelle Abdelhamid Abaoud. Il est chef de guerre de Daesh. On l'avait vu dans une vidéo il y a quelques mois tiré avec un 4x4 pick-up des cadavres en Syrie. Les autres présumés terroristes sont Ahmed Al-Mohamed Sami, Animour Bilal Ad-Afi et Ibrahim Abdel-Salam. Selon la police française, ces hommes avaient promis de mettre Paris à feu et à sang. D'après Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, 6 attentats ont été déjoués ou évités depuis le printemps dernier, c'est-à-dire le mois de mars. Et pour terminer, nous allons parler du bilan. Le bilan, il n'a pas évolué depuis hier. Dimanche, il était passé de 129 à 132 morts. Selon les services de santé de Paris, 42 victimes se trouvent toujours en service de réanimation. Je vous remercie et nous reviendrons sur les derniers développements du drame de Paris. Ce sera dans le journal de 13h. Alors, le président du Nigeria, Buhari, appelle à une intensification de la coopération multilatérale pour mieux combattre le terrorisme. Les réactions se poursuivent, Antoine, toujours. Réaction africaine également. Au Nigeria, le président Buhari, qui se dit solidaire de la France, appelle à une intensification de la coopération multilatérale. Seule alternative, a dit le président nigérian, pour faire face aux terroristes. Nous retrouvons à Lagos notre correspondante Ndeye Mbarou Diouf. Le président Mohamed Buhari a fait parvenir à l'ambassade de France d'Abuja et au consulat de Lagos un communiqué où il se dit de tout cœur avec les Français et exprime ses sincères condoléances à François Hollande et au peuple français. Il a appelé toutes les nations éprises de paix dans le monde à intensifier la coopération multilatérale pour mettre fin au fléau du terrorisme international. Depuis son élection, le président nigérian a remis l'armée à l'offensive contre Boko Haram avec déjà quelques succès. Au début du mois, l'armée a annoncé avoir libéré 338 femmes et enfants retenus en captivité par le groupe islamiste dans le nord-est du pays. La semaine dernière intervenait l'arrestation du premier suspect terroriste inscrit sur une liste de 100 personnes diffusée désormais dans tous les aéroports et commissariats. Tôt ce matin, dans les environs de Maïdougouri, Dalandi Abdoulahi, suspect numéro 26 sur cette même liste, aurait été appréhendé selon la DSS. Naïbarou Diouf, Lagos pour la RFM. Le Nigeria qui fait face à la violence meurtrière du groupe terroriste Boko Haram. Mali, un terroriste qui appelle à combattre la France a été arrêté. Il s'appelle Alaï Bokaridja, bras droit d'Amadou Koufa, prédicateur radical et chef du Front de libération du Massina. Il a été arrêté par l'armée malienne dans la région de Mopti. Le terroriste a été acheminé à Bamako. Des sources du gouvernorat de Mopti, selon l'AFP, précisent que celui qui a appelé à s'attaquer à la France est le financier du Front de libération du Massina. Burundi, la capitale Bujumbura, a passé une longue nuit de violence. Et c'est l'autre actualité, Antoine. 6 morts et plusieurs blessés. Assaillants et policiers se sont affrontés toute la nuit d'hier. On fait le point avec Mariama Goudjabi. Des affrontements opposés des insurgés aux forces de police burundaises à Bujumbura. Une autre attaque contre un bar dans le quartier de Buiza a fait 4 morts, dont 3 dans le bar et un 4e aux alentours. Une autre attaque contre un bar dans le quartier de Buiza a fait 4 morts, dont 3 dans le bar et un 4e aux alentours, des renseignements fournis par des témoins à la police. Un haut gradé de la police ayant requis l'anonymat a expliqué que les attaques étaient nombreuses et coordonnées. La résidence du maire de Bujumbura a aussi été attaquée, mais cette attaque n'a fait aucun mort. Selon un policier, les responsables de ces attaques ne sont pas encore identifiés. D'ailleurs, une attaque similaire à celle de Buiza avait fait un mort et près d'une dizaine de blessés. C'était dans la nuit du samedi au dimanche.
Le même policier ajoute que 2 personnes ont été tuées et 3 policiers blessés lors d'attaques simultanées dans les quartiers sud de Kinindo et Musaga et dans ceux de Kinanira et Kanyosha. Un ancien officier supérieur de l'armée a revendiqué, au nom des insurgés, les attaques de la résidence du maire et celles menées contre les policiers. Cependant, il refute toute responsabilité concernant la rébellion menée contre les bars. Antoine, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que pour sauver. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Quel système de prévention face à la menace terroriste est l'objet de point de vue aujourd'hui? Ce sera dans quelques minutes. Boubacar Kambelien, rebonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Football en ouverture de cette page des sports, Sénégal-Madagascar, J-1, c'est demain la rencontre. Alors, dernière séance d'entraînement pour les Lions cet après-midi. C'est à 17h au stade Léopold Sédar Senghor. Le match a lieu demain soir au même endroit, vous l'avez dit Antoine. Il s'agit là du dernier tour des préliminaires du mondial Russie 2018. Après la contre-performance du match aller 2-2 à Tana vendredi dernier, les Sénégalais comptent se racheter ce mardi devant leur public. C'est ce que le milieu de terrain, Cheikh Kouyaté, a dit à notre reporter Youssouf Bodian hier, après l'entraînement de l'équipe à Léopold Senghor. Une équipe qui était bien organisée. En plus, avec l'état de la pelouse, ça n'a pas été facile. Maintenant, on est chez nous. C'est un match qu'on doit gagner. L'équipe nationale veut se qualifier. Nous, on veut aller à la Coupe du Monde. Et pour aller là-bas, on doit gagner impérativement. On doit être efficace, je pense, parce que maintenant, ça fait 2 ou 3 matchs on encaisse. Maintenant, on doit essayer de jouer et de garder les 0 derrière. Maintenant, on sait bien que ce ne sera pas facile. Maintenant, on doit bien commencer ce match-là pour bien le finir. On sait bien que le public nous attend. Maintenant, on doit se racheter. On est prêt pour plaisir au public sénégalais. Haj Ousseinou Diouf est annoncé à la séance d'entraînement du jour. Il va y prendre part, Antoine, en tant qu'acteur aux côtés des joueurs, mais, précision importante, c'est pas pour jouer le match de demain. Le double ballon d'or africain vient juste pour galvaniser ses cadets dans la perspective de la réception des Barhias malgaches. À la fin, il va délivrer un message aux Lions selon le quotidien L'Observateur. Des nouvelles de l'adversaire malgache présent à Dakar. Madagascar, après son galop d'hier, remet ça ce soir au stade de Léopold Sédar Senghor à l'heure du coup d'envoi du match de demain, 19h. Les malgaches reconnaissent leur statut d'outsider face aux Lions, mais gonflés par le match nul 2-2 chez eux à l'aller, ils ne sont guère venus à Dakar en victime désignée. Faneva Andriat Sima, que nous écoutons là-dessus au micro de Youssouf Bodian. Le Sénégal, c'est toujours compliqué. On sait très bien que c'est un des plus grands pays africains au niveau de football. Et c'est toujours compliqué face aux Sénégalais. Après, peut-être aussi, il y a des contextes qu'on a fait 2-2 à domicile. Mais bon, c'est toujours très compliqué face aux Sénégalais. Donc tout est possible dans le football. Après, on va essayer de jouer nos chances à fond. Après, on n'a rien à perdre aussi. Vous avez mené jusqu'à 20 minutes de la fin lors du match aller. Et puis le Sénégal est revenu. Et quels sont les enseignements que vous avez tirés quand même de retour? Ça montre qu'on a encore manque d'expérience. Parce que on n'a pas beaucoup joué des matchs internationaux. Mais bon, moi j'espère que ça nous serve de leçon tout ça. Et j'espère qu'à la prochaine fois, on sera bien. Sénégal-Madagascar, c'est demain à 19h au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lions sont en ballottage favorable. À titre d'exemple, Antoine, un match nul 0-0 ou 1 but partout les qualifie. Match à suivre demain en direct sur la RFM. Oui, le vainqueur de cette double confrontation va intégrer la phase de poule, phase finale, oui. Voilà, 5 groupes de 4 équipes vont être constitués pour un championnat en formule aller et retour. Les 5 premiers vont représenter l'Afrique au prochain mondial russe. Déjà, 6 pays sur 20 ont validé leur qualification pour la phase de poule. Guinée-Conakry, Gabon, organisateur de la CAN 2017, Maroc, RD Congo et Ouganda. Football avec la Ligue 1, début tonu criant pour le leader, la Linguère de Saint-Louis et son dauphin, le premier, l'Union sportive de Gorée. 2 journées déjà, 2 victoires pour le club saint-louisien et la formation insulaire. Le Casa Sport s'enfonce, Gambar et Diaraf
se cherchent toujours. Les repères de la deuxième journée de la Ligue 1 sénégalaise de football avec Sodetiam. 2 journées, 2 victoires. Seuls 2 clubs ont réussi le sans faute parfait. La Linguère de Saint-Louis et l'US Gorée, respectivement première et deuxième du classement. Après avoir battu le Giraffe de Dakar lors de la première journée, les Saint-Louisiens ont remis ça hier à Diourbel devant la Cinéor. Le promu, l'US Gorée, qui avait infligé au Casa Sport sa première défaite, fait aussi tomber le tenant du titre, l'AS Douanes, qui n'avait plus perdu depuis 4 mois. Deuxième journée, deuxième match nul pour 2 clubs, Ngor et l'US Ouakam. Les 2 formations Lébou n'ont toujours pas réussi à décrocher leur première victoire. Celui-là, 2 clubs l'ont réussi. Stade de Mbour, vainqueur du Casa Sport, et Niambour, qui a battu le Football Club. 2 journées, 2 défaites pour la Cinéor et le Casa Sport. Diourbellois et Casamancé cherchent toujours en ce début de championnat, tout comme Giraffe et Jambar, qui n'ont enregistré qu'un seul petit point sur 6 possibles. Lors de cette deuxième journée, beaucoup d'attaquants ont marqué à nouveau. Deuxième but pour Pape Ibn Ba de la Linguère de Saint-Louis, Hassan Cissé de Niaritali, Benoît Toupane de Mbour-Petite-Côte et Alexis Jang du Stade de Mbour. Ils sont deuxième meilleur buteur ex-aequo derrière l'actuel canonnier de la Ligue 1, Daouda Ndiaye Gueye de l'AS Douanes, auteur de 3 réalisations en 2 journées. En Ligue 2, la deuxième journée prend fin cet après-midi. Avec notamment 3 clubs en quête de leur premier succès, Fort, Yego et Renaissance de Dakar. À l'affiche au stade Demba Diop, 15h30, Renaissance Yego, 17h30, Port, Dakar Sacré-Cœur, DSC, Dakar Sacré-Cœur, si vous préférez, aura à cœur de rejoindre le Duc en tête du classement avec 2 victoires en autant de sorties. Les étudiants de Dakar ont 2 longueurs d'avance sur Tenguet FC 2e et sur l'AS Pikine 3e. Pardon, Kamel, on termine avec les Navetan. Navetan avec les phases départementales de l'ODCAV de Dakar. Cet après-midi, la suite des 8e de finale à Iba Mar Diop, Santhiaba de la Médina contre Sacré-Cœur à 14h30, suivi de Guigui Wakam contre Guigui de Wakam contre Face de l'Orme. Un peu plus tard dans la soirée, cette fois-ci au stade Demba Diop, 20h30, Tongor de Yoff affronte Djantebi des Parcelles Assainies et Jaon de Wagouniaï contre Grand Médine à 22h30. Les 4 premiers qualifiés pour les quarts de finale sont connus depuis hier. Il s'agit de Dieuppeul, Lakale de Ngor, Djankalar de Grand Dakar et HLM de Grand Yoff. À Pikine, les demi-finales de la zone 1 se disputent cet après-midi. C'est au stade Amadou Barry avec 15h30 Cité Sotiba Tchosan et Diamono Gazelle à 17h30 à Guédiawaye. Pour terminer, on connaît déjà les affiches des finales des zones 1 et 3. Il s'agit respectivement de Eko contre Darussalam et Djambar Nyatimbar. Finale à programmer. Boubacar Kamel, bien merci.